Le téléphone sonne 4 fois avant que Théo ne réponde. Je suis dans ma cuisine, je regarde par la fenêtre mes invités qui attendent dans le salon. 70 ans révolus depuis 3 heures et mon fils n'est toujours pas là, encore une fois. Allô ? Sa voix semble lointaine, comme s'il mâchait quelque chose. J'entends de la musique en fond, des rires, le bruit des assiettes qui s'entrechoquent. Une fête. Il est à une fête pendant que j'attends, comme une idiote. Théo, c'est ta mère. Je t'attends. Silence. Un silence qui s'étire comme un chewing-gum, puis j'entends quelqu'un lui crier de loin. Théo, viens ici, on va couper le gâteau. Oh maman, j'ai complètement oublié. Je suis à un barbecue avec la famille de Lucie. C'est l'anniversaire de sa grand-mère et je ne peux pas partir maintenant. Ils sont tous là, les oncles, les cousins, certains sont même venus de Marseille. Théo, aujourd'hui c'était mon 70e anniversaire. Je sais, maman, mais toute la famille de Lucie est là, et je ne peux pas faire mauvaise impression. Tu me comprends, n'est-ce pas ? L'année prochaine, sans faute, je te le promets. L'année prochaine, on fera une grande fête. On invitera tout le monde. L'année prochaine, les mêmes mots qu'il m'a dit l'année dernière, et l'année d'avant, et celle d'encore avant. Toujours l'année prochaine. Comme si mes anniversaires étaient infinis. Comme si le temps n'avait pas d'importance quand il s'agit de moi. Théo, j'ai 70 ans. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'années prochaines pour moi. Oh maman, ne sois pas si dramatique. Tu es en pleine forme. Écoute, je t'appelle demain. Oui, je ne peux pas parler maintenant. Ils attendent que j'aide avec la viande. Il raccroche. Il raccroche sans me souhaiter un joyeux anniversaire. Il raccroche sans demander comment je vais. Il raccroche sans demander si je suis en bonne santé. S'il me faut quelque chose, si au moins il y a des gens avec moi pour mon anniversaire. Il raccroche comme si j'étais une démarcheuse téléphonique qui le dérangeait à un moment important. Je reste plantée dans la cuisine, le téléphone à la main, écoutant la tonalité. Mon réfrigérateur ronronne. L'horloge murale fait tic-tac. Dans le salon, Hélène Dubois m'interpelle. « Hermine, Théo arrive bientôt. On l'attend ici. Il ne vient pas, il ne vient jamais, mais j'ai un salon rempli de gens qui m'aiment assez pour être là, attendant avec moi un fils qui considère le barbecue d'une belle-mère plus important que l'anniversaire de sa propre mère. Je retourne au salon avec un sourire qui me fait mal aux muscles du visage. Il a eu un petit contretemps, mais il arrive. Je mens. Je vois Hélène échanger un regard avec Maurice Leroy. Ils savent tous que je mens. Ils savent tous que Théo ne viendra pas, parce qu'ils ont tous déjà assisté à ces fêtes, voyant la même chaise vide année après année. Robert Lerouy, qui a 82 ans et qui est venu en s'appuyant sur sa canne, me dit « Hermine, mes enfants vivent au Canada et ne manquent jamais mon anniversaire. Ce n'est pas comme s'ils vivaient sur la Lune. Chaque année, sans exception, ils sont là. » Paul Chevalier, qui vit dans l'immeuble d'en face, serre ses 3 enfants contre sa poitrine. « Madame Hermine, nous vous aimons beaucoup. Vous avez toujours été comme une seconde grand-mère pour mes enfants. » Claude Terrier, qui me connaît à peine mais qui est venu avec son mari et sa fille, s'approche. « Excusez-moi de demander, Madame Hermine, mais votre fils n'habite pas ici en ville ?»« Si. Il habite à 20 minutes d'ici et il n'a pas pu venir. » Le silence qui suit est lourd comme une pierre tombale. Tous me regardent. Tous attendent que je défende Théo, que j'invente une excuse convaincante, que je fasse ce que j'ai fait pendant des années, justifier l'injustifiable. Il a eu quelque chose d'important, je dis, finalement. Plus important que le 70e anniversaire de sa mère, demande Maurice. Et il y a une indignation sincère dans sa voix qui me donne envie de pleurer. Hélène me prend le bras. « Hermine, viens, on va couper le gâteau. Nous sommes tous ici pour te célébrer. » Sa voix est douce, c'est très douce, mais elle ne comble pas le vide que j'ai dans la poitrine. Le vide qui grandit chaque année qui passe. Chaque anniversaire où Théo décide que je ne suis pas importante.
Je m'assois devant le gâteau. 70 bougies allumées, 70 ans de vie, 70 ans à tout donner pour un fils qui ne peut même pas prendre un appel complet pour mon anniversaire. « Fais un vœu, dit Hélène. Je ferme les yeux. Tout le monde attend en silence. Je sais qu'ils pensent la même chose que moi, que je vais souhaiter que mon fils m'aime, que je vais souhaiter que l'année prochaine les choses soient différentes, mais non. Je ne vais plus souhaiter ça. Je ne vais plus mendier des miettes d'affection. Je souffle les bougies d'un seul coup. Tout le monde applaudit, tout le monde crie ses félicitations. Tout le monde m'embrasse avec un amour véritable. Tous, sauf celui qui devrait être ici. Ça n'a pas toujours été comme ça. Alors que je coupe le gâteau et que je vois les visages souriants de mes voisins, je me souviens de l'époque où Théo était différent, où j'étais importante pour lui. Il y a 15 ans, il conduisait 2 heures juste pour venir déjeuner avec moi le dimanche. Il arrivait avec des fleurs bon marché du marché et me disait « Maman, personne ne cuisine comme toi. » Il s'asseyait à cette même table où se trouve maintenant le gâteau et me parlait de son travail, de ses rêves, de la nouvelle fille qu'il avait rencontrée, Lucie. La première fois qu'il me l'a amenée, j'ai pensé qu'elle était parfaite pour lui. Jolie, polie, de bonne famille. Elle m'aidait à faire la vaisselle après le repas. Elle me demandait mes recettes. Elle m'appelait Madame Hermine avec un respect sincère. « Votre fils est un trésor, » me disait-elle en essuyant les verres. « Il parle tout le temps de vous, de combien il vous aime. » J'étais heureuse. J'ai pensé que j'avais gagné une fille, mais tout a changé quand ils se sont mariés. Pas tout de suite. Les changements ont été subtils, comme une maladie qui progresse lentement. D'abord, ce furent les visites. De chaque dimanche, elles sont passées à tous les 15 jours, puis une fois par mois. Ensuite seulement pour les occasions spéciales, et maintenant, même plus ça. « C'est qu'on est très occupé, maman, » me disait Théo quand je lui demandais pourquoi il ne venait plus. Lucie prépare son master. J'ai de nouveaux projets au travail. Tu sais comment c'est. Mais moi, je savais comment c'était. J'avais vu comment Lucie le regardait quand il proposait de venir me voir. J'avais entendu ses soupirs quand il mentionnait mon nom. J'avais remarqué qu'elle avait toujours quelque chose d'urgent à faire, juste au moment où il suggérait que nous passions du temps ensemble. Le premier anniversaire où ils ne sont pas venus, Théo m'a appelé. « Maman, pardonne-moi, mais Lucie est tombée malade. Rien de grave, mais on ne veut pas te contaminer. Tu sais, à ton âge, il faut faire attention. » J'avais 67 ans, pas 87. La deuxième année, c'était le travail. J'ai une réunion très importante lundi. Maman, si je ne la conclus pas, on perd le contrat. Tu me comprends, n'est-ce pas? La troisième année, il n'a même pas pris la peine d'appeler. Hélène, qui sert le gâteau, me touche l'épaule. À quoi tu penses, Hermine? À rien d'important. Je mens, mais si, je pense à quelque chose d'important. Je pense au jour où tout est devenu clair. C'était il y a 6 mois. J'étais allée au grand hypermarché, celui qui est près de chez Théo. Je n'avais pas prévu de le voir. J'avais juste besoin d'acheter des médicaments que je ne trouve pas près de chez moi. J'étais dans la file pour payer quand je les ai vus. Théo, Lucie et les enfants. Mon cœur a bondi de joie. Quelle belle coïncidence. On pourrait aller prendre un café. Les enfants pourraient me parler de l'école. Je pourrais porter le bébé que je connais à peine. Je me suis approchée avec un immense sourire. Théo, quelle surprise. Il est resté figé, littéralement figé, comme s'il avait vu un fantôme. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venue pour mes médicaments. Quelle joie de vous trouver. Allons prendre une glace. Les enfants doivent être fatigués des courses. » C'est alors que j'ai entendu Lucie lui murmurer. « Théo, nous sommes pressés. Rappelle-toi qu'on a dit qu'on irait chez ma mère. »« Ah oui, » a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. « Maman, on était justement sur le point de partir. Lucie a promis d'emmener les enfants chez leur grand-mère. Mais on peut y aller tous ensemble, ai-je suggéré. J'adorerais connaître ta belle-mère. » Le silence qui a suivi a été comme une gifle. Lucie a regardé Théo avec panique.
Théo a regardé le sol. Les enfants ont de regarder leurs parents, confus. C'est qu'elle ne se sent pas bien, a menti Lucie. Mieux vaut un autre jour. Oui, un autre jour. Toujours un autre jour. Je les ai vus monter dans la voiture. Je les ai vus s'éloigner et je suis restée plantée sur le parking de l'hypermarché avec mes médicaments à la main, comprenant enfin que pour mon fils, j'étais une obligation ennuyeuse, un engagement qui interférait avec sa vraie vie. Robert Leroy me sort de mes souvenirs. « Hermine, ce gâteau est délicieux. C'est toi qui l'as fait ?»« Oui, c'est la recette que j'ai apprise à Théo quand il s'est marié. Et il cuisine ?»« Je ne sais pas. » L'honnêteté de ma réponse me surprend moi-même. Hélène me regarde, inquiète. Maurice arrête de mâcher. « Ça fait longtemps que tu ne le vois pas ?» demande Paul Chevalier. « 6 mois. » 6 mois ? La voix de Claude semble incrédule. « Et il vit ici, en ville ?» À 20 minutes. Le silence retombe sur la table. Tous échangent des regards. Tous comprennent qu'il y a quelque chose de profondément anormal dans une situation où une mère ne voit pas son fils pendant 6 mois sans qu'il y ait eu de dispute, sans raison valable, simplement parce qu'il a décidé que je n'étais pas importante. 3 jours après mon anniversaire, Hélène frappe à ma porte. Elle a ce visage qu'elle prend quand elle sait quelque chose qu'elle ne veut pas me dire, mais qu'elle doit le faire. « Hermine, on peut parler ?» Je la fais entrer. Nous préparons du café comme toujours, mais cette fois, elle ne parle pas du feuilleton ni du prix des tomates. Elle reste silencieuse, remuant sa tasse encore et encore. « Hélène, qu'est-ce qui se passe ?»« Hermine, je dois te raconter quelque chose que j'ai entendu hier. » Mon estomac se serre. Quand quelqu'un commence comme ça, ce ne sont jamais de bonnes nouvelles. Dis-moi. J'étais au marché en train d'acheter des légumes quand j'ai entendu des dames parler. L'une d'elles a mentionné Théo. Elle a dit que c'était le gendre de sa copine. Hélène s'arrête. Elle prend une gorgée de café. Elle évite de me regarder dans les yeux. Et que disait-elle ? Elle disait que Théo est toujours au fait de la famille de Lucie, qu'il est très poli, très attentionné avec tout le monde, qu'il aide même avec les dépenses quand il y a de grandes célébrations. Je me sens comme si on m'avait frappée. Théo, qui ne peut pas venir à mon anniversaire parce qu'il est très occupé. Apparemment, il ne manque jamais une fête de ses beaux-parents. Il y a plus ? Je demande, bien que je ne sois pas sûre de vouloir l'entendre. Oui, la dame a dit que sa copine se vante beaucoup de Théo, qu'elle dit qu'il est comme le fils qu'elle n'a jamais eu, qu'il est toujours aux petits soins pour elle, qu'il l'appelle chaque semaine pour demander comment elle va. Chaque semaine. Théo appelle sa belle-mère chaque semaine, mais moi, il ne m'a pas appelé depuis 2 mois. Tu sais ce qu'elle a dit d'autre, Hermine ? Dis-moi tout et... Elle a dit que Lucie commente toujours à quel point sa famille est différente de celle de Théo, qu'ils se soutiennent, qu'ils se voient souvent, qu'ils se soucient les uns des autres. Et que dit-elle de moi ? Hélène baisse les yeux. Elle dit que Théo n'a pratiquement pas de famille, que sa mère est très possessive, qu'elle attend toujours qu'il vienne la voir, mais qu'elle ne comprend pas qu'il a sa propre vie maintenant. Possessive. Moi qui ne lui ai rien demandé depuis des années. Moi qui ai arrêté de l'appeler pour ne pas le déranger. Moi qui me suis contentée de le voir seulement pour mon anniversaire parce que j'ai compris que c'était tout ce que je pouvais espérer. Ont-ils dit autre chose, Hermine ? Je ne crois pas que tu devrais. Hélène, dis-moi tout, j'ai besoin de savoir. Ils ont dit que Lucie a raconté que tu es allée une fois les chercher à l'hypermarché, que tu les avais suivis jusque-là parce que tu ne comprends pas qu'ils ont leur propre projet. Miss Felinton, je les ai suivis, comme si j'étais une harceleuse, comme si les rencontrer par hasard avait été quelque chose de planifié et de malveillant. Et Théo, qu'est-ce qu'il dit de tout ça ? Selon la dame, il est d'accord. Il dit que tu aimes trop, que ça l'étouffe, qu'il a besoin d'espace pour construire sa propre famille. De l'espace. 6 mois sans le voir, c'est de l'espace. 3 ans sans venir à mon anniversaire, c'est de l'espace. Ne jamais m'appeler, c'est de l'espace. Hélène me prend la main. Hermine, je ne crois rien de tout ça. Je te connais.
Tu n'as jamais été possessive. Tu n'as jamais étouffé personne. Mais les mots sont déjà dits. Les graines du doute sont déjà plantées. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir. Je reste allongée à regarder le plafond, pensant à tout ce qu'Hélène m'a raconté. Est-ce vrai? Suis-je vraiment une mère possessive? Ai-je trop demandé en attendant que mon fils vienne à mon anniversaire? Le lendemain, je décide de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis des mois. Je vais appeler Théo. Je compose son numéro. Ça sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô? Théo, c'est ta maman. Il s'est passé quelque chose? Tu vas bien? Je n'appelle que quand il se passe quelque chose, comme si la seule raison pour laquelle sa mère l'appellerait était une urgence. Je vais bien. Je voulais juste entendre ta voix. Ah, et c'est tout? C'est tout comme si c'était étrange qu'une mère veuille parler à son fils. Je ne peux pas t'appeler sans qu'il y ait eu quelque chose? Si, bien sûr que tu peux. C'est juste que tu n'as pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude, parce que j'ai appris que quand j'appelle, tu es toujours pressé. Que quand j'appelle, il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Que quand j'appelle, tu me fais sentir comme si je t'interrompais. Théo, comment vont les enfants? Bien, maman. Ils grandissent vite. Vite. Et Lucie? Bien aussi. Des réponses courtes, mécaniques, comme s'il parlait à une démarcheuse. J'aimerais les voir. Silence. Théo? Oui, maman. C'est que nous sommes très occupés en ce moment. Les enfants ont beaucoup d'activités. Vous pourriez venir déjeuner dimanche. Je ferai ton plat préféré. Je ne sais pas, maman, les dimanches, moi, sont compliqués. Et samedi, compliqué aussi. En semaine, impossible. Quand alors, j'ai envie de lui demander, quand auras-tu du temps pour ta mère? Quand vais-je cesser d'être une nuisance dans ta vie parfaite? Bon, peut-être plus tard, je dis finalement. Oui, maman, plus tard, c'est sûr, on organisera quelque chose. Plus tard, comme l'année prochaine, comme toujours. Je t'aime, Théo. Moi aussi, maman. Je dois te laisser, je suis au volant. Il raccroche. Et je reste là, le téléphone à la main, comprenant que mon fils me traite exactement comme Lucie lui a appris, comme une obligation ennuyeuse qu'il faut gérer. Avec des réponses courtes et des promesses vides. Cet après-midi-là, je me promène dans ma maison, regardant les photos de Théo quand il était enfant. Sur toutes, il sourit. Il m'enlace. Il est heureux. À quel moment est-il devenu si froid? À quel moment ai-je cessé d'être sa maman pour devenir son fardeau? Et là alors, je comprends quelque chose de terrible. Ce n'était pas progressif, c'était depuis qu'il s'est marié avec Lucie. Depuis qu'elle lui a mis dans la tête qu'une mère qui veut voir son fils est une mère possessive. Qu'une mère qui attend un appel est une mère étouffante. Depuis qu'elle a décidé que dans la vie de Théo, il n'y avait de place que pour une seule famille. La sienne. 1 semaine après cet appel gênant avec Théo, on sonne à ma porte à 7 heures du matin. C'est trop tôt pour des visites. J'ouvre la porte et c'est Maurice Lerouet, l'épicier, avec un air préoccupé. « Hermine, excuse-moi de venir si tôt, mais je dois te dire quelque chose d'urgent. » Je le fais entrer. Je lui sers un café, mais il n'y touche même pas. Il reste debout dans mon salon, nerveux, comme si les mots lui pesaient. « Maurice, qu'est-ce qui se passe? Hermine. Hier après-midi, un monsieur était venu à ma boutique. Un homme plus âgé, bien habillé, a demandé après toi. » Mon cœur s'accélère. Après moi? Qui était-ce? Il s'est présenté comme un enquêteur des services sociaux. Il a dit qu'ils avaient reçu un signalement. Un signalement de quoi? Que tu vis seul, que tu perds tes facultés mentales, que tu as besoin de supervision. Je sens le sol se dérober sous mes pieds. Quoi? Le monsieur m'a demandé si c'était vrai que tu oublies des choses, si tu sors de chez toi sans but, si tu as du mal à prendre soin de toi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'il était fou, que tu es la femme la plus lucide que je connaisse,
que tu gères tes affaires mieux que des gens de la moitié de ton âge. A-t-il dit qui a fait le signalement ? Maurice évite mon regard. Il a dit que c'était un membre de la famille. Inquiet, quelqu'un qui vit près d'ici et qui a remarqué des changements dans ton comportement. Un membre de la famille. Un membre de la famille qui vit près d'ici. Théo. Il n'a pas donné de nom, Hermine. Mais qui d'autre ? Je m'assois sur ma chaise, essayant de digérer ce que je viens d'entendre. Mon propre fils a fait un signalement disant que je perds la tête. Mon propre fils veut me faire déclarer incapable. Qu'est-ce qu'il t'a demandé d'autre ? Il a demandé si tu avais de la famille qui pourrait s'occuper de toi, s'il y avait quelqu'un de responsable qui pourrait prendre des décisions pour toi. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que ton fils ne met jamais les pieds ici, que si quelqu'un s'occupe de toi, des voisins. Maurice s'assoit enfin, prend une gorgée de café. Hermine, quelque chose ne va pas. Pourquoi Théo ferait-il une chose pareille ? Je ne lui réponds pas parce que je commence à comprendre. 2 heures après le Je départ commence de à voir Maurice, le tableau d'ensemble. j'appelle J'appelle Hélène, je lui raconte tout. Elle reste silencieuse un long moment. Hermine, tu as besoin de savoir autre chose. Quoi donc ? Robert connaît un jeune qui travaille à la banque où Théo a son compte. Il dit que Théo a posé des questions sur les héritages, sur comment transférer des biens quand quelqu'un est déclaré incapable. Le monde s'arrête. Quoi ? Hermine, je crois que Théo ne veut pas seulement te faire déclarer incapable. Je crois qu'il veut contrôler ton argent. Mais je n'ai pas tant d'argent que ça. Tu n'en as pas ? Et cette maison, et les terrains que ton mari t'a laissés, et le compte d'épargne que tu as rempli pendant 30 ans ? C'est vrai, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre non plus. Mon mari m'a laissé bien à l'abri. J'ai cette maison qui vaut maintenant beaucoup plus que ce qu'elle a coûté. J'ai 2 terrains dans le village où je suis née. J'ai des économies que j'ai mises de côté centime par centime pendant des décennies. Hélène, tu es en train de dire que mon fils... Je suis en train de dire que ton fils veut te faire déclarer incapable pour pouvoir gérer tout ton argent et qu'il a probablement déjà des plans pour ça. Cet après-midi-là, je ne peux pas manger. Je ne peux rien faire d'autre que de marcher dans ma maison, voyant tout avec un regard neuf. Ce salon où j'ai vécu 30 ans, cette table où Théo mangeait quand il était enfant, ces photos où nous apparaissons ensemble. Heureux. Tout ça, c'est ce qu'il veut, mais ce n'est pas seulement l'argent, n'est-ce que pas ? Si c'était seulement l'argent, il pourrait attendre que je meure naturellement. Non, c'est quelque chose de plus urgent. C'est quelque chose qui doit arriver vite. À 18 heures, mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne reconnais pas. Madame Hermine Rosales ? Oui, c'est moi. Mais ici, le docteur Alfred Monet, de la maison de retraite Les Tilleuls. Je crois comprendre que votre famille cherche des options de soins spécialisés pour vous. Maison de retraite. Un asile de vieux. Je ne cherche aucune maison de retraite. Ah, excusez-moi. Votre fils Théo nous a contactés. Il dit que vous commencez à montrer des signes de déclin cognitif et que la famille est inquiète. Mon fils les a contactés. Oui, madame. Il est même déjà venu visiter nos installations. Il dit qu'il veut le meilleur pour vous. Théo est déjà allé voir des maisons de retraite. Il est déjà en train de planifier où me mettre. Docteur, que vous a dit exactement mon fils ? Il nous a expliqué que vous vivez seul, que vous êtes parfois confuse, que vous avez eu quelques épisodes préoccupants. Il a aussi mentionné que vous refusez d'accepter de l'aide, ce qui est très courant dans ces cas. Et vous n'avez pas besoin de me parler directement ? Bien sûr que si, madame. C'est pour ça que je vous appelle. Votre fils a suggéré que nous organisions une évaluation. C'est une routine dans ces cas. Une évaluation pour déterminer si je suis folle, pour justifier qu'on m'enferme. Docteur, mon fils a-t-il mentionné un délai spécifique ? Eh bien, il semblait pressé. Il a mentionné que la situation à la maison devenait insoutenable, qu'il y a des incidents presque quotidiens.
Des incidents quotidiens dans une maison où je vis seule et où il ne se passe rien de plus dramatique que de brûler mon dîner de temps en temps. Docteur, je n'ai besoin d'aucune évaluation. Je vais parfaitement bien. Je comprends votre résistance, madame. C'est très normal, mais votre famille est très inquiète. Ma famille n'est pas venue me voir depuis 6 mois. Silence de l'autre côté de la ligne. Excusez-moi? J'ai dit que mon fils n'est pas venu me voir depuis 6 mois. Pensez-vous que quelqu'un qui est si inquiet attendrait 6 mois pour venir voir comment je vais? Eh bien, madame, peut-être pourrions-nous programmer une visite en présence de votre fils? Non, je ne vais rien programmer du tout. Et si mon fils est si inquiet pour moi, qu'il vienne me voir chez moi, qu'il prenne le temps qu'il n'a pas pris depuis des années. Je raccroche le téléphone, je reste assise dans ma cuisine à regarder les ombres qui s'allongent avec le crépuscule. Maintenant, je comprends tout. Théo ne vient pas me voir, parce qu'il est occupé à monter un dossier contre moi. Chaque appel qu'il ne me passe pas, chaque visite qu'il évite, chaque fois qu'il dit aux gens que je suis possessive, il crée des preuves que je suis une mère problématique qui a besoin d'être contrôlée. Et quand il aura assez de preuves, quand il aura convaincu assez de gens que je perde la tête, il apparaîtra comme le fils sacrifié, qui n'a d'autre choix que de m'interner pour mon propre bien. Et alors, il aura le contrôle total de tout ce que je possède. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je ne peux pas dormir en pensant à Théo, mais pas parce qu'il me manque, mais parce que je comprends enfin que mon fils n'est pas l'homme que je croyais avoir élevé. C'est un étranger qui complote pour me détruire. Le lendemain, je fais quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans. Je me prépare comme pour un rendez-vous important. Je mets ma robe bleu marine, celle que j'utilise pour les mariages et les funérailles. Je me coiffe soigneusement. Je me mets du rouge à lèvres. Hélène me voit sortir et reste plantée sur le pas de sa porte. « Hermine, où vas-tu si élégante? Je vais y régler quelques affaires. Tu as besoin que je t'accompagne? » Non. Hélène, ça je dois le faire seule. Le premier arrêt est le cabinet d'avocat Durand un associé, dans le centre-ville. C'est un vieil immeuble mais respectable. Le genre d'endroit où les gens sérieux vont pour régler des affaires sérieuses. Bonjour, j'ai besoin de parler à un avocat. La réceptionniste, une jeune femme qui me regarde avec curiosité, me demande « Vous avez rendez-vous » ? Non, mais c'est urgent. Il s'agit de me protéger de mon propre fils. Ces mots ouvrent des portes. 10 minutes plus tard, je suis assise en face de maître Robert Durand, un homme de 50 ans avec des yeux intelligents et des manières sérieuses. « Madame Rosales, racontez-moi ce qui se passe. » Je lui raconte tout. Le signalement aux services sociaux, l'appel de la maison de retraite, les années d'abandon déguisées en occupation, les mensonges que Théo a répandus sur ma santé mentale. Maître Durand prend des notes, ne m'interrompt pas, ne me regarde pas comme si j'étais folle. Il m'écoute comme si j'étais une personne saine d'esprit avec un vrai problème. « Madame Rosales, avez-vous un testament ?» Oui, très simple. Je laisse tout à Théo. Et il le sait ? Bien sûr qu'il le sait. Cela explique sa précipitation. S'il peut vous faire déclarer incapable, il peut contrôler tout votre patrimoine de votre vivant. Et quand vous mourrez, il aura déjà tout de toute façon. Que puis-je faire ? Plusieurs choses. D'abord, nous allons vous faire évaluer complètement par un médecin de notre confiance, pas de la sienne. Nous voulons une documentation officielle prouvant que vous êtes parfaitement saine d'esprit. Et ensuite, nous allons changer ce testament. Si votre fils complote pour vous trahir, vous n'avez aucune obligation de le récompenser. Changer le testament. L'idée me donne des frissons et une étrange sensation de pouvoir en même temps. En faveur de qui ? C'est à vous de décider. Ce peut être une œuvre de charité, vos voisins, ou personne. Vous pouvez simplement annuler le testament et laisser l'État décider. L'État ? Si vous mourrez sans testament, tout votre patrimoine entre dans un processus juridique compliqué.
Votre fils devrait se battre devant les tribunaux pendant des années, dépenser beaucoup d'argent en avocats, et n'obtiendrait probablement pas tout. L'idée de Théo se battant devant les tribunaux, dépensant de l'argent qu'il n'a pas, poursuivant un héritage qui n'arrivera jamais, me donne une satisfaction que je ne savais pas être capable de ressentir. De combien de temps avons-nous de nouveaux besoins pour l'examen médical ? 1 semaine, pour le Nouveau Testament, quelques jours de plus. Pour effectuer tous les changements juridiques nécessaires, 1 mois maximum. Et s'il essaie de faire quelque chose avant ? Madame Rosales, tant que vous n'êtes pas officiellement déclarée incapable par un juge, personne ne peut prendre de décision à votre place. Et pour qu'un juge vous déclare incapable, ils ont besoin de bien plus de preuves que ce qu'il a. Je sors du cabinet en me sentant différente. Pour la première fois depuis des mois, je sens que j'ai le contrôle sur quelque chose. Le deuxième arrêt est la Banque centrale, où j'ai mes économies depuis 30 ans. Bonjour, j'ai besoin de parler au directeur. Êtes-vous cliente de la banque ? Je suis cliente depuis 30 ans. Mon nom est Hermine Rosales. Le directeur, un homme nommé Maurice Chevalier, me reçoit dans son bureau. Il consulte mon dossier sur son ordinateur et siffle doucement. Madame Rosales, vous êtes l'une de nos plus anciennes clientes. En quoi puis-je vous aider ? J'ai besoin de savoir si quelqu'un a posé des questions sur mes comptes. Que voulez-vous dire ? Si quelqu'un était venu demander des informations sur mes soldes, sur comment transférer de l'argent sur son ordinateur. Son expression change. Madame Rosales, votre fils s'appelle Théo Rosales ? Oui. Il est venu ici il y a 2 semaines. Il a posé des questions sur les procédures pour gérer les comptes d'une personne déclarée incapable. Mon estomac se contracte. Que lui avez-vous dit ? Nous lui avons expliqué le processus général, qu'il aurait besoin d'une ordonnance du tribunal, de documents médicaux, ce genre de choses. A-t-il demandé mes soldes spécifiques ? Nous ne pouvons pas donner cette information sans une ordonnance du tribunal. Mais il a posé des questions en termes généraux sur le type de compte que vous avez chez nous. Il a également demandé la possibilité d'ajouter son nom à vos comptes en tant que cotitulaire. Cotitulaire, pour pouvoir retirer de l'argent sans ma permission. Or, c'est possible, seulement avec votre autorisation directe, Madame Rosales. Vous devriez venir personnellement et signer les documents. Je veux que vous mettiez une note dans mon dossier. Une note qui dit que sous aucun prétexte, personne ne doit être ajouté comme cotitulaire de mes comptes sans que je vienne personnellement, que je présente 2 pièces d'identité et que je parle directement avec vous. Vous en êtes sûr ? Complètement sûr ? Puis-je vous demander pourquoi ? Parce que mon fils essaye de me voler et je ne le laisserai pas faire. Le directeur me regarde avec un mélange de surprise et de respect. Madame Rosales, je peux aussi mettre une clé de sécurité supplémentaire sur vos comptes, un mot que seul vous connaissez. Parfait. Quel mot voulez-vous ? Je réfléchis un instant, un mot qui représente ce que je ressens, ce que je découvre, ce que je suis sur le point de faire. Liberté. Très bien. Le mot liberté sera requis pour toute transaction importante sur vos comptes. Je sors de la banque en sentant que chaque pas m'éloigne davantage du monde où j'étais une victime et me rapproche du monde où j'ai le contrôle. Le 3e arrêt est le plus difficile. C'est la maison d'Hélène. J'ai besoin de tout lui raconter, mais j'ai aussi besoin de lui demander quelque chose que je n'ai jamais demandé à personne. Hélène, j'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu veux, Hermine. J'ai besoin que tu sois mon témoin. J'ai besoin que si quelque chose m'arrive, si Théo essaie de faire quelque chose, tu puisses témoigner que j'étais parfaitement saine d'esprit quand j'ai pris mes décisions. Quelle décision ? Je vais changer mon testament. Je vais tout enlever à Théo. Hélène reste silencieuse un long moment, puis sourit. C'est la première fois que je la vois sourire en parlant de Théo. Il était temps, Hermine. Tu penses que je fais ce qu'il faut ? Je pense que tu fais ce que tu aurais dû faire il y a des années. Un fils qui ne peut même pas venir te voir de ton vivant ne mérite rien d'hériter quand tu seras morte. Cette nuit-là,
Je m'assois à la table de ma cuisine avec un carnet et un stylo. Je commence à faire une liste de tout ce que je possède. La maison, les terrains, les économies, les bijoux de ma mère, les meubles anciens, tout ce que Théo attend d'hériter, tout ce qu'il est sur le point de perdre. Et pour la première fois depuis des années, quand je pense à mon fils, je ne ressens pas de tristesse, je ressens du pouvoir. 2 semaines se sont écoulées depuis ma visite chez l'avocat, 2 semaines pendant lesquelles j'agis comme si de rien n'était. Je salue mes voisins, je vais au marché, je regarde mes feuilletons, mais à l'intérieur, je prépare la plus grande surprise de ma vie. Maître Durand m'appelle un mardi matin. « Madame Rosales, nous avons tout préparé. » « Tout ? L'examen médical a confirmé ce que nous savions déjà. Vous êtes en parfaite condition mentale. Le médecin a rédigé un rapport détaillé qui dit que vous avez la capacité cognitive d'une personne de 50 ans. Et le testament a été complètement annulé. Maintenant, selon la loi, votre patrimoine sera géré par l'État à votre décès. Votre fils n'héritera de rien. Je ressens un mélange de soulagement et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La satisfaction. Mais ce n'est pas tout, Madame Rosales. J'ai plus d'informations pour vous. Quelles informations ? J'ai engagé un détective privé pour suivre votre fils. Nous avions besoin de preuves de ses véritables intentions. Et qu'a-t-il trouvé ? Théo a rencontré 3 fois le directeur de la maison de retraite. Il a visité 2 établissements différents, et voici le plus important. Il a déjà signé un pré-contrat pour vous réserver une place à la maison de retraite, les Tilleuls. Il a signé un contrat. Un pré-contrat. Il a versé 500 € d'acompte pour garantir une chambre. La date d'entrée qu'il a indiquée est le mois prochain. Le mois prochain. Théo a déjà prévu de m'interner le mois prochain. Y a-t-il autre chose ? Oui, nous avons également découvert que votre fils a contracté 3 prêts différents au cours des 6 derniers mois. Des prêts importants. Apparemment, lui et sa femme ont de sérieux problèmes financiers. Quel genre de problème ? Ils ont acheté une maison plus chère que ce qu'ils pouvaient se permettre. Les enfants sont dans des écoles privées coûteuses. Lucie s'est endettée avec des cartes de crédit en achetant des choses pour impressionner sa famille. Ils ont un besoin urgent d'argent. Tout commence à prendre sens. Les années de distance, les excuses constantes, la hâte de me déclarer incapable. Ce n'est pas seulement qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il a besoin de moi. Il a besoin que je disparaisse pour pouvoir payer ses dettes. Combien doivent-ils ? Selon notre enquêteur, près de 20 000 €. 20 000 €. Presque exactement ce que j'ai dans mes économies. Madame Rosales, y a-t-il autre chose que vous devez savoir ? Dites-moi. Votre fils a déjà parlé à un avocat spécialisé dans les cas d'incapacité mentale. La semaine prochaine, ils vont déposer une plainte officielle demandant à un juge de vous déclarer incapable. La semaine prochaine ? Oui, c'est pourquoi nous devons agir maintenant. J'ai tout préparé pour ce dont nous avons parlé. La boîte. La boîte avec toutes les preuves. Les documents de la maison de retraite, les photos de lui visitant les centres, les papiers des prêts qu'il a demandés. La copie du testament annulé. Tout ce dont vous avez besoin pour lui montrer que vous savez exactement ce qu'il manigance. Quand ? Aujourd'hui même, si vous le souhaitez. Ma secrétaire peut apporter la boîte chez vous cet après-midi. Parfait. Je raccroche le téléphone et je reste assise dans ma cuisine, digérant tout ce que je viens d'entendre. La semaine prochaine. Théo prévoyait de détruire ma vie la semaine prochaine. Mais je vais d'abord détruire la sienne. À 15h, on sonne à ma porte. C'est une jeune femme, élégante, avec un paquet à la main. Madame Hermine Rosales ? Oui, c'est moi. Je suis Paul, la secrétaire de Maître Durand. Je vous apporte ce que vous avez demandé. Elle me tend une boîte en carton, pas très grande, mais lourde. Lourde du poids de la vérité. Avez-vous besoin d'aide pour autre chose ? Non, merci. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je ferme la porte et j'apporte la boîte sur la table de ma cuisine. Je l'ouvre lentement, comme si c'était une bombe qui pourrait exploser. À l'intérieur, il y a tout.
Des photos de Théo entrant et sortant de la maison de retraite. Des documents avec sa signature réservant une chambre pour moi. Des copies des prêtres qu'il a demandées. Des rapports du détective privé détaillant chacune de ses visites chez des avocats et des centres gériatriques. Au fond de la boîte, le document le plus important de tous. La copie officielle du testament annulé avec le sceau du registre public qui confirme que Théo n'héritera plus de rien. Mais ce qui me frappe le plus, c'est un enregistrement. Un petit enregistreur numérique avec une note qui dit « Conversation entre Théo Rosales et le docteur Alfred Monet, directeur de la maison de retraite Les Stilleul, enregistré le 15 mars. » J'appuie sur play. « Docteur Leber, j'ai besoin que cela se résolve rapidement. Ma mère commence à se douter de quelque chose. » Monsieur Rosales, ces processus prennent du temps. Nous ne pouvons pas simplement Docteur, je vous paie pour que vous trouviez un moyen. Ma mère a des épisodes violents, elle est confuse, parfois elle ne me reconnaît pas. Tu n'y es pas. Avez-vous une documentation médicale de ces épisodes? Je vais l'obtenir. J'ai un ami médecin qui peut m'aider. Monsieur Rosales, falsifier des documents médicaux est un délit grave. Ce n'est pas falsifier si c'est la vérité. Ma mère est vraiment mal. Nous avons juste besoin d'accélérer le processus. J'éteins l'enregistreur. Je reste assise en silence, digérant ce que je viens d'entendre. Mon fils ne prévoit pas seulement de me voler, il prévoit d'inventer de fausses preuves médicales. Il prévoit de soudoyer des médecins, il prévoit de commettre des délits graves pour obtenir mon argent. Je remets tout dans la boîte, mais avant de la fermer, j'écris une lettre. Une lettre qui va par-dessus tout le reste. Théo, pendant des années, j'ai cru que ta distance était due au fait que tu étais occupé à planifier la destruction de la mienne. Dans cette boîte, tu trouveras la preuve de chaque mensonge que tu as dit sur moi, de chaque plan que tu as fait dans mon dos, de chaque délit que tu es prêt à commettre pour obtenir mon argent. Tu trouveras aussi autre chose. La preuve que tu n'hériteras plus de rien de moi. J'ai annulé mon testament. Quand je mourrai, tout ce que je possède ira à l'État. Chaque euro que tu as dépensé en attendant mon héritage était de l'argent perdu. Chaque plan que tu as fait pour contrôler ma vie était du temps perdu. Chaque mensonge que tu as dit sur ma santé mentale était une trahison qui a maintenant des conséquences. Je ne suis pas la vieille femme confuse que tu croyais. Je suis ta mère, et il se trouve que je suis plus intelligente que toi. Cordialement, la femme qui ne te considère plus comme son fils. Je ferme la lettre dans une enveloppe, j'écris sur le devant, lis ceci en premier. Puis je ferme la boîte et je colle une étiquette avec l'adresse de Théo. Demain, cette boîte arrivera chez lui et son monde s'effondrera. Cette nuit-là, je dors mieux que je n'ai dormi depuis des années, parce que demain, j'aurai enfin justice. J'envoie la boîte un jeudi matin. Le service de livraison me garantit qu'elle arrivera avant midi. Je reste à la maison à attendre. Je ne vais pas au marché. Je ne rends pas visite à Hélène. J'attends juste, assise dans mon salon, regardant par la fenêtre. À 14h, mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne reconnais pas, mais je sais exactement qui c'est. Allô? Maman. La voix de Théo est brisée, désespérée. Qu'est-ce que c'est que ça, ce que tu m'as envoyé? Tu as tout lu? Maman, il faut qu'on parle. J'arrive tout de suite. Parfait. Je t'attends. Maman, je peux tout expliquer. Explique-moi quand tu seras là. Je raccroche. Mon cœur bat vite, mais pas de peur, d'anticipation. Pour la première fois depuis des années, Théo vient chez moi parce qu'il a besoin de moi. 20 minutes plus tard, j'entends une voiture freiner brusquement devant ma maison. Des pas pressés, des coups désespérés à la porte. « Maman, ouvre s'il te plaît. » J'ouvre la porte lentement. Théo est là, la boîte à la main, décomposée. Il a des cernes profonds, la chemise froissée, les cheveux en désordre. Il a l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Entre !» je lui dis calmement. Il entre comme un ouragan. Il pose la boîte sur la table du salon. « Maman,
Où as-tu trouvé tout ça? Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que ça a de l'importance. Tu m'espionnais? Je t'espionnais, moi. Toi, qu'est-ce que tu as... Tu as manigancé. M'enfermer dans une maison de retraite dans mon dos? Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Et qu'est-ce que ça semble être, Théo? Que tu aies payé 500 € pour réserver une chambre dans une maison de retraite sans me consulter? Que tu aies parlé à 3 avocats pour me faire déclarer incapable? Que tu aies dit à un médecin que j'étais folle? Théo se passe les mains dans les cheveux. Il fait les 100 pas dans mon salon, comme un animal en cage. Maman, tu ne comprends pas. Les choses sont très compliquées. Compliquées pour qui? Pour nous. Pour moi et Lucie. Nous avons de sérieux problèmes financiers. C'était pour ça que tu voulais me mettre dans une maison de retraite? Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai juste pensé que ce serait peut-être mieux pour toi d'avoir de la compagnie, des soins professionnels. Théo. Dans cette boîte, il y a un enregistrement de toi disant à un médecin que j'ai des épisodes violents. Quand ai-je eu des épisodes violents? Il se tait, il me regarde avec les yeux d'un animal piégé. Quand, Théo? Jamais, admet-il finalement à voix basse. Et quand est-ce que je ne t'ai pas reconnu? Jamais. Et quand ai-je été confuse? Jamais. Alors pourquoi as-tu dit tout ça au médecin? Pourquoi? Parce que j'avais besoin qu'il comprenne l'urgence de la situation. Quelle urgence? L'urgence d'obtenir mon argent pour payer tes dettes. Théo s'effondre sur mon canapé, la tête entre les mains. Maman, nous devons 20 000 €. Si nous ne les trouvons pas bientôt, nous allons perdre la maison. Les enfants devront quitter leurs écoles. Lucie est désespérée. Et tu as décidé que la solution était de me voler. Ce n'est pas voler, c'est mon héritage. Tôt ou tard, ça allait être à moi. Ton héritage? Quand es-tu venu me voir pour la dernière fois? Théo? Maman, je viens quand je peux. Quand était-ce la dernière fois? Il y a quelques mois. 6 mois. La dernière fois que tu es venu dans cette maison, c'était il y a 6 mois. Et tu penses que tu mérites d'hériter de quelque chose d'une mère que tu ne visites pas? J'ai été occupée. Occupée à quoi? Occupée à visiter des maisons de retraite. Occupée à mentir sur ma santé mentale. Occupée à planifier comment te débarrasser de moi. Théo lève la tête. Pour la première fois dans la conversation, il me regarde droit dans les yeux. Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que tu me dises la vérité. Quand as-tu cessé de m'aimer? La question le prend par surprise. Il reste silencieux un long moment. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Non, ce n'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un. En l'abandonnant, en lui mentant, en complotant pour le trahir. C'est compliqué, maman. Non, Théo, ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Tu as décidé que Lucie et ses opinions étaient plus importantes que moi. Tu as décidé que sa famille avait plus de valeur que la tienne. Tu as décidé que j'étais un obstacle dans ta vie parfaite. Ce n'est pas vrai, non? Quand es-tu venue à mon anniversaire pour la dernière fois? Maman, quand m'as-tu appelé pour la dernière fois sans que je t'appelle en premier? Maman, les choses changent quand on se marie. Oui, elles changent, mais elles ne devraient pas changer, au point qu'un fils voit sa mère comme un compte en banque qu'il peut exploiter quand il a besoin d'argent. Théo se lève du canapé, marche vers la fenêtre. Il reste là, me tournant le dos. Qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour arranger ça? On ne peut plus arranger ça, Théo. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans cette boîte, il y a un document qui montre que j'ai annulé mon testament. Quand je mourrai, tu n'hériteras de rien. Il se retourne si vite qu'il manque de perdre l'équilibre. Quoi? Tu as bien entendu? J'ai annulé mon testament. Tout ce que je possède ira à l'État. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi ne le pourrais-je pas? C'est mon argent, c'est ma maison, ce sont mes affaires. Parce que je suis ton fils. Ah oui, maintenant tu es mon fils. Quand tu as besoin d'argent, tu es mon fils. Mais quand j'ai besoin de compagnie pour mon anniversaire, non. Maman, s'il te plaît,
On peut arranger ça. Je vais changer. Je viendrai plus souvent. Je vais... Tu vas quoi? Tu vas faire semblant de m'aimer jusqu'à ce que je meure pour pouvoir hériter? Ce n'est pas faire semblant. Non. Alors pourquoi n'étais-tu pas venu me voir depuis 6 mois jusqu'à ce que tu reçoives cette boîte? Théo reste silencieux. Il n'a pas de réponse à ça. Théo, pendant des années, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal en tant que mère. Je me suis demandé pourquoi mon fils ne me rendait plus visite, pourquoi il ne m'appelait plus, pourquoi il me traitait comme une étrangère agaçante. Maman, maintenant que je connais la réponse, je n'ai rien fait de mal en tant que mère. J'ai simplement élevé un fils qui a décidé que l'argent était plus important que l'amour. Théo reste debout devant la fenêtre, en silence pendant plusieurs minutes. Quand il parle enfin, sa voix sonne différemment, plus petite, plus réelle. « Si, Néné, tu sais quand tout ça a commencé, maman? Dis-moi. » Quand Lucie et moi sommes allés voir le notaire pour faire nos testaments, après la naissance des enfants. Il se retourne pour me regarder. Il a les yeux rouges. Le notaire nous a interrogés sur nos biens, nos propriétés, nos futurs héritages. Lucie a mentionné que ses parents ont 3 maisons et une entreprise. J'ai mentionné que ma mère a cette maison et quelques économies. Et le notaire a fait quelques calculs. Il a dit à Lucie qu'elle hériterait d'environ 1 million d'euros. À moi, il m'a dit que j'hériterais d'environ 250 000. Et ça t'a dérangé? Ça ne m'a pas dérangé, ça m'a ouvert les yeux. Théo s'assoit à nouveau sur le canapé, mais cette fois, il a l'air vaincu. Lucie est sortie de ce bureau en voyant notre situation différemment. Elle a commencé à faire des calculs sur notre avenir, sur la maison que nous pourrions acheter, sur les écoles où nous pourrions mettre les enfants, en se basant sur des héritages qu'on n'avait même pas encore. Oui. Et quand elle voyait que je venais te rendre visite tous les dimanches, elle me disait « Théo, pourquoi perds-tu autant de temps ici? Ta mère va bien, elle n'a pas besoin que tu viennes si souvent. Et toi, que disais-tu » Au début, je la défendais. Je lui disais que tu étais ma mère, que j'aimais venir te voir. Mais elle insistait. Tu ne peux pas courir chez ta mère tous les week-ends. Tu viennes aux réunions. Théo se passe les mains sur le visage. Et petit à petit, j'ai commencé à penser qu'elle avait peut-être raison, que j'étais peut-être trop dépendant de toi, que j'avais peut-être besoin de créer plus d'espace. Et les années sans venir à mes anniversaires, ça, c'était pour d'autres raisons. Quelles raisons? La première année où je ne suis pas venue, Lucie a organisé une fête pour sa grand-mère le même jour. Ce n'était pas prévu, c'était une coïncidence. Mais quand je suis arrivée pour ton anniversaire le lendemain, tu étais en colère. J'étais en colère. Tu m'as dit, si tu ne peux pas venir le jour exact, il vaut mieux ne pas venir. Tu m'as fait me sentir coupable d'être allée d'abord à la fête de la grand-mère de Lucie. Ces mots me frappent comme un coup de poing, je lui ai bien dit ça. J'étais blessée, frustrée, et je le lui ai dit. Et c'est pour ça que tu as décidé de ne plus jamais venir. Je n'ai pas décidé de ne plus jamais venir. J'ai décidé que si tu allais me punir d'avoir d'autres obligations familiales, alors il valait mieux éviter le conflit. Théo, ne t'est-il jamais venu à l'esprit de me parler, de m'expliquer la situation, de chercher une solution? Te parler de quoi? Te dire que ma femme ne voulait pas que je vienne te voir? Te dire qu'elle pensait que tu étais trop possessive? Lucie a dit que j'étais possessive? Théo baisse les yeux. Pas avec ces mots exacts. Avec quels mots? Elle disait que c'était bizarre qu'un homme marié reste si attaché à sa mère, que ce n'était pas normal dans les familles modernes. Et tu l'as cru? Je ne l'ai pas cru. Et un débat cru. Mais je ne voulais pas non plus me disputer avec elle à ce sujet. Alors tu as préféré te disputer avec moi. Je ne vous laisse me disputer avec personne. C'est pour ça que j'ai arrêté de venir. J'ai pensé que s'il n'y avait pas de contact, il n'y aurait pas de conflit. Et quand as-tu décidé que j'étais un obstacle à éliminer? Théo reste silencieux un très long moment.
Il y a 8 mois, quand la banque nous a refusé le dernier prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Lucie était désespérée. Elle pleurait toute tismiche. Les enfants nous demandaient pourquoi elle était triste. Je me sentais comme un échec parce que je ne pouvais pas résoudre nos problèmes. Et alors? Alors Lucie m'a dit « Théo, ta mère a de l'argent. Elle est à cette maison, elle a des économies, et elle vit seule sans vraiment avoir besoin de tout ça. Et toi? Qu'as-tu dit ?» Je lui ai dit que je ne pouvais pas te demander d'argent, que ce n'était pas correct. Et elle, qu'a-t-elle dit? Elle a dit que ce n'était pas te demander de l'argent. Elle a dit que c'était de m'assurer que quand quelque chose t'arriverait, je serais en position de gérer tes affaires. Quand quelque chose m'arriverait, maman, tu es une femme de 70 ans qui vit seule. Lucie m'a fait voir qu'il était irresponsable de ma part de ne pas être préparée pour le moment où tu aurais besoin d'aide. Et vous avez décidé que j'avais besoin d'aide maintenant. Nous n'avons rien décidé. Nous avons juste commencé à examiner des options. Examiner des options comme inventer que je suis folle. Je n'ai jamais dit que tu étais folle. Théo, il y a un enregistrement de toi disant à un médecin que j'ai des épisodes violents. Ça, c'était parce que le médecin avait besoin d'une justification médicale pour accélérer le processus. Accélérer quel processus? Le processus de te faire bénéficier d'une supervision professionnelle. Supervision professionnelle. Tu veux dire m'enfermer dans une maison de retraite? Tsotate. Théo se lève à nouveau du canapé. Il marche vers la cuisine, puis revient. Il a l'air désespéré. Maman, ce n'était pas une maison de retraite horrible. C'était un bel endroit, avec des jardins, des activités. Tu aurais été bien soignée. Et tu serais venu me rendre visite. Bien sûr que je serais venu te rendre visite. Comme tu es venu me rendre visite ici, ça aurait été différent. Pourquoi ça aurait été différent? Pourquoi? Parce que ça aurait été ma responsabilité. Et je n'étais pas ta responsabilité avant? Théo se tait à nouveau. Théo, dis-moi la vérité. Toute la vérité. De combien d'argent as-tu besoin exactement? 20 000 euros. Et combien estimais-tu que tu allais hériter de moi? Environ 250 000. Entre la maison, les terrains et les économies. Et qu'allais-tu faire avec les 230 000 qui restaient? Nous allions les utiliser pour les études des enfants, pour améliorer notre situation. Nous allions, Lucie et moi. Lucie savait donc exactement combien d'argent j'ai. Elle m'a aidé à faire les calculs. Et elle était d'accord avec le plan de me faire déclarer incapable. Elle pensait que c'était le mieux pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour toi, parce que tu aurais eu des soins. Pour nous, parce que nous aurions pu résoudre nos problèmes. Pour les enfants, parce qu'ils n'auraient pas eu à voir leurs parents stressés tout le temps. Et pour moi, qu'est-ce qui était le mieux, Théo? Tu aurais été... Pour moi, qu'est-ce qui était le mieux? Théo reste silencieux, incapable de répondre. Je vais te dire ce qui était le mieux pour moi, Théo. Le mieux pour moi, c'était d'avoir un fils qui me rendait visite parce qu'il m'aime, pas parce qu'il a besoin de moi. Le mieux pour moi, c'était qu'à 70 ans, je ne vive pas seule parce que ma seule famille a décidé que je suis une nuisance. Maman, le mieux pour moi, c'était d'avoir un fils en qui je pouvais avoir confiance. Un fils qui me défendrait quand d'autres parleraient mal de moi. Un fils qui serait fier d'avoir une mère qui, à 70 ans, gère encore ses propres affaires. Je suis fière de toi. Tu es fière de moi? Tu es fière d'une mère que tu n'as pas vue depuis 6 mois? Tu es fière d'une mère dont tu dis aux gens qu'elle perd ses facultés mentales? Théo ne répond pas. Il reste planté au milieu de mon salon, regardant le sol. Théo, sais-tu ce qui est le plus triste dans tout ça? Quoi? C'est que si tu étais venu me parler il y a 8 mois, si tu m'avais expliqué ta situation, si tu m'avais demandé de l'aide comme un fils qui fait confiance à sa mère, je t'aurais aidé. Il lève brusquement la tête. Quoi? Tu as bien entendu, je t'aurais prêté l'argent. Je t'aurais aidé à résoudre tes problèmes. Parce que c'est à ça que servent les mères, Théo, à aider leurs enfants quand ils en ont besoin. Vraiment? Vraiment. Mais pas comme ça. Pas en me volant, pas en me trahissant, pas en inventant que je suis folle.
Les yeux de Théo se remplissent de larmes. « Maman, tu peux encore m'aider. On peut encore arranger ça. » « Non, Théo. Plus maintenant. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je n'ai plus confiance en toi. » Théo reste debout au milieu de mon salon, pleurant comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était enfant. Mais ses larmes ne m'émeuvent plus comme avant. Ces larmes se sont arrivées trop tard. « Maman, s'il te plaît, il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. » « Oui, il y a quelque chose que tu peux faire, Théo. »« Quoi ? N'importe quoi. Tu peux quitter ma maison et ne jamais y revenir. »« Quoi ? Tu as bien entendu. Je veux que tu partes et que tu ne reviennes pas. Je veux que tu me laisses vivre mes dernières années en paix sans avoir à m'inquiéter des nouvelles trahisons que toi et ta femme manigancées. Maman, ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Non, c'est toi qui vas me dire ce que je veux. Toi, qui n'as pas demandé ce que je veux depuis des années. Théo s'approche de moi. Il essaie de me prendre les mains, mais je m'éloigne. Maman, je suis ton seul fils. Mon seul fils est mort il y a des années, le jour où il a décidé que sa mère était moins importante que son confort. Le jour où il a décidé que mentir était plus facile qu'aimer. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Le Théo que j'ai élevé ne m'aurait jamais trahi comme ça. Le Théo que j'ai élevé m'aurait défendu quand sa femme aurait mal parlé de moi. Le Théo que j'ai élevé serait venu me voir parce qu'il m'aimait, pas parce qu'il avait besoin de moi. Maman, je t'aime. Non, Théo, tu aimes mon argent. Il y a une très grande différence. Théo s'effondre à nouveau sur le canapé. Il reste là, la tête entre les mains, sanglotant. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment vais-je expliquer ça à Lucie ? Comment allons-nous résoudre nos problèmes ? Je ne sais pas, Théo. Et sais-tu ce qui est le plus triste ? C'est que ça ne m'importe plus. Comment peux-tu dire ça ? Parce que pendant des années, ça m'a trop importé. Ça m'importait tellement que j'inventais des excuses pour ton absence. Ça m'importait tellement que je me blâmais pour t'avoir perdu. Ça m'importait tellement que j'étais prête à accepter les miettes d'affection que tu me donnais. Je m'assois sur ma chaise en face de lui. Mais c'est fini. Théo, j'en ai assez d'aimer un fils plus qu'il ne m'aime. Maman, ça va détruire ma famille. Ta famille s'est détruite toute seule quand vous avez décidé que me voler était une option acceptable. Et les enfants ? Et mes fils ? Ils ne sont coupables de rien. Tu as raison, ils ne sont pas coupables, mais ils ne sont pas non plus ma responsabilité. Ce sont les petits-enfants que je ne connais pas, les petits-enfants que tu ne m'as pas amenés voir, les petits-enfants qui ont grandi sans savoir qu'ils ont une grand-mère qui les aurait aimés. Tu peux encore les connaître. Pourquoi faire ? Pour que dans 20 ans, ils viennent aussi me demander de l'argent, pour qu'ils me voient aussi comme un compte en banque sur pattes. Théo se lève du canapé, marche vers la porte, s'arrête. Maman, si je fais ça, si je pars maintenant, ce sera pour toujours. Tu ne me reverras plus. Je sais. Et c'est ce que tu veux, Théo. Ça fait des années que je ne te vois plus vraiment. Ça fait des années que quand tu viens ici, tu es présent physiquement, mais ton esprit est ailleurs. Ça fait des années que tu me traites comme une obligation agaçante. Mais au moins, je venais. Tu venais parce que tu savais qu'un jour tu hériterais. Maintenant que tu sais que tu n'hériteras de rien, penses-tu que tu continueras à venir ? Théo ne répond pas, et son silence est toute la réponse dont j'avais besoin. Au revoir, Théo. Maman. Au revoir. Il reste là un instant de plus. Puis il prend la boîte avec toutes les preuves de ses trahisons et marche vers la porte. Maman, un jour, tu regretteras ça. Non, Théo. Un jour, c'est toi qui regretteras d'avoir perdu une mère qui t'aimait vraiment. Il ouvre la porte, sort, la referme. J'entends ses pas s'éloigner, j'entends sa voiture démarrer, j'entends le bruit s'évanouir dans le lointain. Et alors, pour la première fois depuis des années, ma maison est silencieuse. Ce n'est pas un silence triste, ce n'est pas un silence vide. C'est un silence libre. Je reste assise dans mon salon un moment, digérant ce qui vient de se passer. Pendant 70 ans, j'ai défini ma valeur à travers les autres.
comme épouse, comme mère, comme la femme qui était toujours disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, pour la première fois, je me définis à travers moi-même. Je marche vers le miroir de mon couloir. Je me vois vraiment. Je vois une femme de 70 ans qui vient de retrouver sa dignité. Une femme qui vient de décider qu'elle mérite plus que des miettes d'affection. Une femme qui vient de se choisir elle-même au-dessus des attentes des autres. Je vois une femme libre. Le téléphone sonne. C'est Hélène. « Hermine, tu vas bien ? J'ai vu Théo partir très vite. Je vais parfaitement bien, Hélène. Tu veux que je vienne ? Oui, viens, mais ne viens pas pour me consoler. Viens pour célébrer avec moi. Célébrer quoi ? Ma liberté. » Cette nuit-là, Hélène et moi nous asseyons dans ma cuisine avec une bouteille de vin. Je lui raconte tout. Elle m'écoute sans juger, sans essayer de me convaincre de pardonner, sans me dire que la famille, c'est le plus important. « Hermine, comment te sens-tu ? » Je me sens comme si j'avais porté un rocher lourd sur mon dos pendant des années et que je venais de l'enlever. « Ça ne te fait pas mal d'avoir perdu ton fils ? » Hélène, j'ai perdu mon fils il y a des années. Aujourd'hui, j'ai seulement officialisé ce qui était déjà une réalité. Et tu n'as pas peur d'être seule ? Seule ? Hélène, regarde-moi bien. Vois-tu une femme seule ? Hélène me regarde. Elle sourit. Non, je vois une femme qui est accompagnée par les personnes qui l'aiment vraiment. Exactement. J'ai des voisins qui viennent à mon anniversaire. J'ai des amis qui se soucient de moi. J'ai des gens qui me rendent visite parce qu'ils veulent être avec moi. Pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de moi. Et l'avenir ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Je vais la vivre, Hélène. Pour la première fois depuis des années. Je vais vivre ma vie sans me soucier des attentes des autres. Le lendemain, je fais quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'achète un billet d'autocar. Je vais visiter le village où je suis née. Je marche dans les rues où j'ai joué enfant. Je mange dans le restaurant où ma mère m'emmenait le dimanche. Je ne dis à personne où je vais. Je ne demande la permission à personne. Je ne justifie ma décision auprès de personne. J'y vais, tout simplement. Et dans cet autocar, en regardant le paysage défiler par la fenêtre, je comprends quelque chose de fondamental. Ma vie ne s'est pas terminée quand mon mari est mort. Ma vie ne s'est pas terminée quand mon fils m'a abandonnée. Ma vie ne fait que commencer. Mon nom est Hermine Rosales. J'ai 70 ans et je viens d'apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Mon histoire avec Théo est terminée, mais mon histoire avec moi-même ne fait que commencer. Et cette fois, je serai la protagoniste.